EFT, quel est le point de vue des neurosciences? Bonjour, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose, EFT, thérapie brève, par ailleurs infirmier, et j'ai le plaisir, vous allez voir, d'accueillir un neuroscientifique que je vais laisser se présenter. On va parler d'EFT, vous l'avez compris, de neurosciences bien sûr, d'énergie, pourquoi pas, de résultats durables, etc. Alors ça va être passionnant, mais vous le savez, tout aussi passionnant d'ailleurs que l'expert qui nous fait l'honneur de répondre à toutes ces questions. Juste avant de l'accueillir, je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier. Profitez-en. Alors donc on y va, EFT, quel est le point de vue des neurosciences? Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Philippe Pincalé. Bonjour Philippe. Bonjour David, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous pour discuter de ce sujet effectivement passionnant qui est le FT et puis tous les mécanismes cérébraux qui sont en jeu dans cette technique très intéressante. Ravi de t'accueillir et puis un grand merci, c'est toujours plaisant de pouvoir échanger ensemble. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc Philippe Pincallet, je suis neurochirurgien à Paris. Je m'intéresse également à toutes les approches non médicamenteuses pour la douleur et pour pas mal d'autres choses. Je suis hypnothérapeute aussi, formateur en hypnose. Et les neurosciences fondamentales, donc avec une thèse de sciences passée il y a plusieurs années, m'ont permis de comprendre dans pas mal de situations cliniques ce qui se passait dans le cerveau en fait, des consultants. Et ça donne des outils vraiment incomparables pour affûter, pour adapter nos stratégies, nos outils, que ce soit en coaching, en thérapie, dans le domaine de la santé, etc. Ouais, super. Alors, on a de nombreuses fois échangé sur tous ces points. Vous allez voir, c'est véritablement passionnant. Je te propose la première question, Philippe. Oui. L'EFT, elle implique, on le sait, en tout cas si vous pratiquez l'EFT, vous le savez, de tapoter certains points du corps, qui sont assez précis d'ailleurs, assez détaillés. On tapote certains points du corps tout en se concentrant sur une émotion ou un ressenti, en l'occurrence désagréable. Est-ce qu'on sait ce qui se passe au niveau du cerveau quand on stimule ces points? Alors oui, enfin l'EFT en tout cas est de plus en plus étudié dans les papiers de neurosciences. Et il a été montré, dont un papier qui est vraiment avec une méthodologie qui est intéressante, publié en 2022 sur 29 patients, sujets, personnes donc, qui avaient une phobie de l'avion. Et on les a mis donc dans une situation expérimentale avec une simulation. Donc, ils avaient des vidéos, enfin des casques vidéo de simulation virtuelle, donc comme s'ils étaient dans un avion. Euh, Pendant ce temps-là, il y a eu le protocole de FT, donc avec le tapping des différents points. Et ils étaient dans une IRM fonctionnelle, c'est-à-dire l'IRM qui permet de voir le fonctionnement en live, en direct, de certaines structures du cerveau. Et ils ont donc passé toutes ces personnes-là en IRM fonctionnel et se sont aperçus qu'il y avait une augmentation de l'amygdale cérébrale, de l'activité de l'amygdale, et une diminution de l'activité de l'hippocampe. Et avec un résultat au final qui était une très nette, très significative diminution de la phobie de l'avion à l'issue de la séance de FT. Donc, comment interpréter finalement le fait que l'amygdale, qui est cette radar, cette sentinelle de la peur et du risque, soit allumée alors que d'autres techniques ont montré que l'amygdale était diminuée en termes d'activité. Eh ben, ils l'ont très bien montré en analysant vraiment les patterns des tracés d'IRM fonctionnels. Et l'explication qui est sortie de des analyses de ces données d'IRM fonctionnelles, c'est que l'IRM, comme ils sont mis en situation en fait de phobie, puisqu'on leur montre une réalité où ils sont en train de prendre l'avion. Donc, ils allument naturellement l'amygdale. Et c'est ce qui permet, c'est en quelque sorte la clé qui permet d'accéder à ces mémoires traumatiques, en l'occurrence de phobie de l'avion chez ces personnes. Ça permet d'ouvrir en fait l'amygdale, en quelque sorte, le sésame ouvre-toi, euh,
pour que les influx donnés par voie corporelle, les informations par voie corporelle du tapping des différents points de FT puissent être également perçus et rassurants, parce que c'est du tapping, c'est très rassurant, et avec en plus un espèce de mantra de libération émotionnelle qui parvient directement à l'amygdale puisqu'on vient de l'allumer. Et ça, donc, hyperactivation de l'amygdale, mais transitoire et ça, relativement stable. C'est pas une explosion de l'amygdale. Ils font pas d'attaque de panique du tout. Et en parallèle, l'hippocampe, donc ce disque dur de la mémoire, était désactivé et surtout la mémoire contextuelle. C'est-à-dire que on déprogrammait. Il s'agit pas l'EFT n'efface pas la mémoire, elle la reprogramme, la mémoire implicite, la mémoire de peur. Et donc, cette qui est, entre autres, la mémoire contextuelle qui est localisée dans l'hippocampe. Et donc, la technique d'EFT permettait de désamorcer aussi, de déprogrammer ces mémoires dans l'hippocampe. Et donc, on sait que l'hippocampe et l'amygdale marchent ensemble. On parle du complexe amygdalo-hippocampique. Et là, ils ont eu la preuve visuellement, presque, avec l'IRM fonctionnel, que de manière très significative, il y avait ce phénomène-là qui permettait durablement, et c'est ça aussi qui fait la pérennité de l'efficacité de l'efficacité de l'EFT, en l'occurrence là dans une phobie de l'avion, mais c'est pareil pour tous les cas qui sont traités. Il y a des papiers aussi sur la douleur chronique, par exemple, la dimension émotionnelle de la douleur chronique. Et donc, on connaît les centres qui sont activés ou désactivés avec ce pattern assez particulier d'ouverture de l'amygdale qui permet d'accéder finalement à la reprogrammation de ces mémoires qui sont très difficiles d'accès. Et c'est des avantages de la puissance de cet outil de l'EFT. D'accord, alors on comprend bien du coup qu'il y a un effet entre le fait de tapoter certaines zones du corps clairement décrites par l'EFT sur le cerveau, notamment l'amygdale cérébrale, l'hippocampe, la durabilité, on va avoir l'occasion d'en reparler. Je voudrais aborder cela, donc Philippe, on le sait, tu nous l'as dit, tu es neurochirurgien également, docteur en neurosciences. Quel regard est-ce que tu portes en tant que scientifique sur l'aspect psycho-énergétique qui est très souvent abordé, ce terme-là, psycho-énergétique, très souvent abordé en EFT? Oui, psycho, parce qu'on traite des émotions, parfois du recadrage cognitif, etc. Surtout quand même les émotions. Et puis énergétique, parce que quand même les points de tapotage sont quand même sur des méridiens, selon le taoïsme, enfin la médecine chinoise, des méridiens qui sont censés transmettre un certain type d'énergie. Alors, est-ce qu'on pourrait tapoter différemment sur d'autres points? Je ne sais pas, il faudrait faire des études, mais déjà, ce pattern de tapotage est déjà tracé comme ça. Donc, je pense que avant de sortir des clous, de faire des variantes, ce sera difficile, mais peut-être pas à faire tout de suite. Mais en tout cas, on tient quelque chose d'extrêmement solide. On l'a vu avec, par exemple, le papier dont je vous ai parlé précédemment, en IRM fonctionnel, qui fait l'association entre le travail émotionnel, justement, et le travail énergétique sur ces points d'acupuncture de médecine chinoise. D'accord, et puis je te cite parce que tu l'évoques souvent, tu le répètes souvent, l'EFT, il n'y a pas que l'EFT d'ailleurs, c'est l'intégration du corps dans l'espace thérapeutique. Oui, c'est ça, c'est une des techniques, les techniques psychocorporelles de façon générale, et c'en est une, puisqu'on a un contact kinesthésique très franc et qui fait partie du protocole obligatoirement. On n'est pas sur une démarche verbale, purement verbale. Donc on sait par exemple que la parole, le verbal ne peut absolument pas atteindre les mémoires qui sont imprimées dans ce qu'on appelle les mémoires implicites, pour la plupart, surtout dans les phobies et dans les désordres émotionnels, qui sont imprimés dans l'amygdale. Les principales connexions de l'amygdale, physiologiquement, et les plus puissantes, les plus directes, sont corporelles. Et c'est normal, puisque c'est un centre de la survie, en fait, pour soit fuir, soit combattre.
puisque c'est les deux modes de réaction devant un stress. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fuit ou quand on combat? On active ses muscles, on bouge, on augmente sa respiration pour augmenter plus d'oxygène. La respiration augmente, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, enfin bref, tout ça, c'est une réaction corporelle. Le stress, c'est avant tout, la première chose qui se passe dans le stress, c'est la contraction d'une fibre musculaire. Et c'est après et c'est bien sûr une étape importante, mais qui vient chronologiquement longtemps après ce démarrage de cognition et de prise de conscience qu'il y a un stress, etc. C'est pour ça que le verbal ne fonctionne pas sur l'amygdale, pas directement en tout cas. D'accord. Bon, passionnant. L'intégration du corps dans Passer par le corps est le moyen le plus direct, mais c'est une explication, c'est pas un point de vue ni une école, c'est juste une traduction du fonctionnement du corps humain, en fait. D'accord, super. Alors, cette question, est-ce que les résultats, je sais que tu lis beaucoup de papiers, est-ce que les résultats des études sur l'EFT, on peut considérer qu'ils sont suffisamment solides pour les neurosciences, pour que les neurosciences, en tout cas, reconnaissent cette Oui, méthode? oui, il y a plusieurs papiers qui montrent ça. Alors, il y a comment dirais-je, des faiblesses quand même dans les publications. C'est pas les faiblesses de l'EFT en lui-même, enfin encore que voilà, il y a des papiers qui montrent très clairement que ça fonctionne, que la rareté quand même des études scientifiques. Mmh. Là, souvent, il y a des biais méthodologiques, en particulier la petite taille des échantillons. Je t'ai cité les 29 sujets qui avaient une phobie de l'avion. Voilà, si on pouvait en étudier 500, en EFT, ça aurait une puissance de preuves scientifiques beaucoup plus importante. Mais malgré tout, c'est simplement parce que ça n'a pas été fait. Il n'y a aucune étude qui invalide le fonctionnement de l'EFT. Donc, non, oui, c'est quelque chose qui est en devenir. Il y a encore d'autres études certainement qui viendront, je pense, comme il y a quand même pas mal d'entrain, parce qu'il y a beaucoup de demandes en consultation de toutes les approches non médicamenteuses. Et l'EFT, pour ça, aussi bien sur le somatique avec les douleurs qu'en psychothérapie, en coaching, etc., est un outil particulièrement efficace, y compris en termes d'autonomisation, chose que ne font pas d'autres techniques, par exemple, qui sont obligatoirement faites en face à face. Et donc, je n'ai aucun doute sur le fait que progressivement, il va y avoir de plus en plus de preuves scientifiques de l'efficacité de l'EFT. Avec des niveaux de D'accord, détail, on le mais souhaite. déjà, ce qu'on a est déjà largement, si on a un regard purement scientifique, ça valide largement ce que les gens qui font l'EFT depuis plus de 20 ans, si pas 30 ans, enfin, je ne sais pas quand même historique, mais c'est facilement ça, constatent tous les jours en consultation. D'accord, super. Alors on va parler de l'extinction de la mémoire de peur et puis je vais te présenter également un petit schéma parce que, ça va nous permettre de discuter un petit peu de résultats. Vous allez voir, ça va être passionnant et c'est juste après ceci. Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching? C'est l'objet de cette conférence en ligne que nous vous proposons gratuitement. Elle est animée par moi-même, David Vigneron, et je serai accompagné du spécialiste en la matière, le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. Il est incontestablement un des plus grands spécialistes en francophonie. C'est une soirée exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, le docteur Pincalé va vous expliquer dans quelle mesure les neurosciences contribuent au processus thérapeutique. Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute, c'est le sujet phare de cette conférence. Quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau les plus répandues en thérapie? Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau? Nous répondrons à cette question essentielle, comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences? Puis nous partagerons 2 indispensables pour traiter définitivement une phobie. Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous, de questions-réponses, et je demanderai à Philippe Pincalé ce que pensent les neuroscientifiques des expériences de mort imminente. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit, ça se passe sous cette vidéo, et en bonus, nous partagerons des retours d'expérience d'accompagnement en thérapie et coaching, boostés par les neurosciences. Alors, à très bientôt, avec grand plaisir, on reprend maintenant dans la vidéo.
EFT, quel est le point de vue des neurosciences? On continue et on a le plaisir d'être avec le docteur Philippe Pincalé. Et donc j'enchaîne, Philippe, avec cette question. On en a un petit peu parlé au début de cette vidéo, c'est l'extinction de la mémoire de peur dans les phobies ou les stress post-traumatiques ou autres. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, l'extinction de la mémoire de peur? Oui, c'est ça. Ben, les mémoires de peur, déjà comprendre quelle est leur physiologie, comment elles s'engramment, comment elles s'insèrent. C'est ce qu'on appelle il y a deux types de mémoire. La mémoire explicite qu'on peut expliciter verbalement, c'est-à-dire je me rappelle que précisément j'ai fait tel truc à tel moment. Et puis les mémoires implicites, qui elles sont stockées dans différentes structures qui ne sont pas accessibles justement au verbal. Les gens ne peuvent pas le verbaliser, donc c'est pour ça un des principes en thérapie, c'est essayer de se souvenir ce qui s'était passé à ce moment-là. Et dans ces mémoires implicites, ben, par définition, parce que ce sont des mémoires implicites, on ne peut pas les expliciter verbalement. Et ces connexions sont principalement dans des centres, donc comme l'amygdale, certaines parties de l'hippocampe, et puis bien sûr, bon, tout est connecté avec tout dans le système nerveux, mais globalement, ce sont ces principaux centres-là qui sont impliqués. Et puis, avec toutes les connexions corporelles. Hein, on sait qu'il y a une cartographie des émotions, par exemple, au niveau corporel, avec, ça, il y a des papiers de scientifiques de très haute volée qui montrent ça, depuis les travaux de Numenma en 2014 et depuis encore beaucoup, avec principalement la colère dans les épaules, l'excitation un peu partout en superficie, la tristesse ici au niveau de la gorge, et puis la peur au niveau des psoas, c'est principalement des jambes, des membres inférieurs pour la fuite. Hein. Ce qui est, et la colère, donc, j'ai dit, oui, la colère au niveau des épaules, principalement pour le fight, pour le combat. Et donc, cette cartographie corporelle, elle est tout à fait validée scientifiquement depuis longtemps, depuis plusieurs années. Donc, voilà, donc ça, c'est l'inscription dans le disque dur corporel et amygdalien et aussi hippocampique. L'intérêt de l'EFT, c'est pas la seule technique, mais elle fait ça particulièrement bien, et il y a plusieurs papiers qui le montrent de manière indéniable, c'est qu'elle permet d'ouvrir c'est une clé qui ouvre la serrure amygdalienne pour qu'on puisse aller accéder au disque dur de ces mémoires qui sont imprégnées dans le corps et dans le cerveau des émotions, hein, ce qu'on appelait avant le système limbique. Le cerveau limbique, en fait, c'est l'amygdale principalement, et l'amygdale et ses connexions. Parce que, encore une fois, le cerveau émotionnel est quelque chose d'assez complexe. Il y a aussi des fonctions cognitives qui participent à l'émotion, mais là, on parle d'émotions implicites, principalement de l'amygdale. Donc, l'amygdale, centre de la survie, qui va déclencher une peur à chaque fois qu'elle perçoit un danger, que ce soit un danger réel ou supposé. Et elle va se servir pour ça. Encore une fois, ce n'est qu'une traduction de faits physiologiques tout à fait avérés. Il n'y a pas d'interprétation, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle est surtout connectée au corps, et donc elle va comment dirais-je, capter en permanence H24 en temps réel, quand on dort, enfin, quelles que soient les situations de la physiologie, de tout ce qui vient de l'extérieur, donc les 5 sens principalement, et de tout ce qui vient de l'intérieur également. Donc, il y a des dizaines et des dizaines de paramètres qui sont monitorés en temps réel par l'amygdale, qui va décider est-ce qu'il y a un danger ou pas, donc en l'occurrence de survie, donc de mort. Enfin, est-ce que je déclenche l'artillerie lourde pour fuir ou combattre? En fait, c'est ça qui est en permanence. Et les phobies, c'est ça. C'est un dérèglement de ce système de veille, parce qu'objectivement, dans un avion, il n'y a pas parce qu'on prenait l'exemple de l'avion, il n'y a pas de danger particulier, mais c'est un danger supposé qui s'est imprimé à un moment ou à un autre de différentes manières, et très, très souvent de manière qui n'est pas du tout comprise. Pourquoi on encode une phobie à un moment ou à un autre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a hérité par épigénétique, etc.? Peu importe, ce n'est pas le débat, et c'est toujours loin d'être tranché. Peu importe, la personne qui, par exemple, a une phobie de l'avion, a une mémoire qui dit que quand tu es dans un avion, tu es en danger de mort. Et donc l'amygdale, on fait partie de la... Enfin, on s'adresse à une dimension qui demande de la survie. C'est pour ça que c'est aussi puissant et aussi difficile à régler en consultation, à déprogrammer en consultation, parce qu'on s'adresse à quelque chose qui demande de la survie. Donc, vouloir amener, encore une fois, des mots là-dessus, un raisonnement, ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher, parce qu'il n'y a pas de connexion entre les deux. Alors, s'il y a quand même un frein
qu'on appelle le frein préfrontal, la logique, se raisonner, se dire finalement, je suis dans un avion, il y a très peu d'accidents, il n'y a pas de... Et donc, d'une certaine manière, on peut contrôler ça plus ou moins, mais le frein le frein préfrontal sur l'amygdale, c'est comme vouloir arrêter une rame de métro lancée à pleine vitesse avec des freins de vélo. Ça marche pas. Oui, oui. Les Surtout arguments surtout rationnels quand ne fonctionnent pas. voilà, surtout quand on a affaire à une excitation de l'amygdale qui a perçu le fait qu'il y avait un danger de mort, même si c'est pas le cas, objectivement. D'accord, et donc l'EFT, on peut considérer que, on prenait l'exemple des phobies, que les résultats sont durables, on le voit, hein, en pratique, d'une façon pragmatique. Mais Oui. comment est-ce qu'on peut, d'un point de vue neurosciences, expliquer cette durabilité des Ben, résultats pour des choses aussi complexes parfois que des phobies qui sont vraiment handicapantes ou autres? ouais. Comment on explique cette durabilité? On explique par la reprogrammation justement de l'amygdale, des mémoires implicites principalement dans l'amygdale et des mémoires contextuelles de l'hippocampe. Mmh. Par exemple, parce que c'est très souvent, les problèmes émotionnels sont des problèmes de mémoire. Soit on se rappelle trop de quelque chose, soit pas assez. Soit comme dans le cas du PTSD, donc syndrome de stress post-traumatique, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on se rappelle trop d'un événement traumatisant, une agression à l'âge de 5 ans, euh, quelque chose sur un terrain de guerre ou un attentat, ou bref, peu importe. Donc la personne va être complètement focalisée là-dessus parce que son amygdale va tourner en boucle là-dessus et à chaque fois appuyer sur le bouton attention danger. Et de l'autre côté, l'hippocampe qui met les choses dans le contexte. Par exemple, un vétéran revenu d'une scène de guerre, 10 ans après, s'il n'a pas guéri son syndrome de stress post-traumatique, peut être toujours avoir une attaque de panique qui va le conduire, par exemple, à l'hôpital parce il va être complètement débordé par les émotions, alors que ça fait 10 ans qu'il est rentré dans son pays, aux États-Unis, par exemple, parce qu'il y a eu des études là-dessus, sur les vétérans du Vietnam ou de la guerre du Golfe. Et il sait très bien, la guerre, il n'est plus sur les terrains de guerre, et pourtant il y a toujours ça. Et il a oublié, donc c'est une association paradoxale, il a émotionnellement oublié sa mémoire implicite, qu'il n'est plus sur un terrain de guerre et que l'alarme qu'il entend, c'est une ambulance et non pas tous aux abris. Et donc, il y a, D'accord. par exemple, dans le PTSD, donc un paradoxe de trop se rappeler du trauma et pas assez du nouveau contextuel. Et c'est ce que reprogramme, pareil pour le FT dans la phobie, donc l'étude sur la phobie de l'avion, par exemple. Ils l'ont interprété comme ça, et c'est tout à fait juste du point de vue neuroscientifique, et ils le montrent avec les publications à l'appui. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et très pertinent de montrer qu'on va allumer juste ce qu'il faut de l'amygdale pour que la porte s'ouvre, qu'on puisse rentrer, parce que si elle est complètement fermée, donc on la déclenche en l'occurrence là avec la visio de l'avion, mais c'est ce que vous faites en EFT aussi en repensant à une scène. Tu lui Mmh. montres une araignée, etc. Enfin, donc pour quand même activer un peu l'amygdale, qu'elle s'ouvre, et que tu puisses rentrer dedans avec ton tapping. Et qu'est-ce que tu fais avec le tapping? Tu vas envoyer un signal. On a vu que l'amygdale était centrée beaucoup sur le corps, donc les signaux extérieurs, les 5 sens. Et dans les 5 sens, il y a le K de VACOG, le kinesthésique. Et c'est ça que tu fais. Mais tu envoies donc un signal qui passe par une structure qui s'appelle le thalamus, peu importe, qui arrive à amygdale qui est ouverte, qui est perméable, mais qui va recevoir un signal de sécurité. Tu tapotes, tu n'es pas en train de te prendre des coups dans la figure ou dans une situation. Et donc, on ouvre suffisamment l'amygdale pour pouvoir accéder à ces mémoires implicites qui sont très difficiles d'accès, qui sont connectées au corps, et on va passer par le corps avec le tapping et donc le kinesthésique, pour envoyer un message de sérénité, pour rassurer ces mémoires implicites et pour les déprogrammer, c'est-à-dire qu'on les efface et on reprogramme par-dessus une mémoire de sécurité en disant non, en l'occurrence, là, tu es dans un avion, mais tu ne le comprends pas verbalement, intellectuellement. Ce n'est pas le cortex préfrontal, on a vu qu'il avait des difficultés à arriver à l'amygdale.
on envoie l'information codée parce que, par ce que peut accepter l'amygdale, c'est-à-dire un signal corporel, en l'occurrence le tapping. Et tu programmes de cette manière, tu reprogrammes, c'est très puissant. Et c'est pour ça que les gens, dans l'étude des 29, les 29 sont plus à 94%, n'ont plus de phobie de l'avion, et de manière durable. Tu les étudies plusieurs années après, ça tient. Et c'est normal que ça tienne, parce D'accord. qu'elle est vraiment au cœur de la reprogrammation de la mémoire de... On a effectué thérapeutiquement une extinction de mémoire de peur. D'accord, donc grâce à l'EFT, super. Je vais te passer, Philippe, voilà, je le diffuse là, un visuel. Alors on voit douleur, dépression, anxiété. En quelques mots, sachant qu'on ne voit pas la souris, hein, sur, la vidéo. En quelques mots, est-ce que tu veux bien nous le commenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. On voit l'étude, vous avez le titre de l'article, hein, capture d'écran, l'étude clinique de l'EFT, donc avec différents topics de clinique sur la dépression. Donc avant, on a des scores qui sont rassemblés en un score global de dépression dans un groupe donc, de patients qui ont des dépressions. Et on évalue après un protocole d'EFT les scores de dépression après les séances d'EFT, donc pré et post, avant et après. Et donc on voit une diminution très significative des scores de dépression après l'EFT. On a la même chose en haut à droite avec l'anxiété, et la même chose en bas à gauche pour la douleur. Ouais, impressionnant, hein, pour la douleur. Merci, je te repasse un deuxième visuel, le cortisol, Ouais. les immunoglobulines A et le craving. Voilà, donc le craving, c'est donc les impulsions souvent à manger, à fumer, enfin des choses qui sont du domaine de l'excitation mal régulée, ou pas régulée du tout d'ailleurs, du circuit de la récompense, des circuits dopaminergiques. Et on a la même chose, donc un score de craving qui est quand même très élevé avant les séances de FT et qui est effondré après. Donc l'intérêt dans les addictions et un certain nombre de pathologies. Les IgA, ce sont des anticorps salivaires, en l'occurrence, de S de salivaire, et on voit qu'ils sont augmentés. Donc c'est l'immunité. L'immunité est augmentée par la pratique de l'EFT, donc de manière facilement dosable avec les IgA salivaires. On a la même chose pour le cortisol, alors je sais qu'il y a eu des études, pas mal d'études dans le cortisol salivaire, mais également dans certaines études cliniques où on faisait une prise de sang aux personnes qui étaient étudiées pour vraiment monitorer tous les paramètres du stress, de certains désordres physiologiques liés au désordre émotionnel, et on voit une diminution très significative du cortisol, donc cette hormone, une des hormones principales du stress, après les séances de FT. Donc on a de manière indiscutable, de manière quantifiée, reproductible, statistiquement significative, puisque c'est quelque chose auquel les sciences s'attachent, et c'est logique qu'elles le fassent, parce que c'est leur mode de fonctionnement, qui montre l'efficacité biologique, neurologique, émotionnelle de l'EFT. Ouais, super, avec des résultats durables comme, on l'a évoqué il y a quelques instants. Ouais. C'est passionnant tout ça, merci pour tous ces échanges. Philippe, je voudrais finir avec ceci. Est-ce que tu aurais un message, pour les praticiens en EFT ou les personnes qui sont curieuses tout simplement, de cette approche? La thérapie, en tout cas, c'est ce que nous montrent les neurosciences. La thérapie, c'est un problème de configuration. C'est une histoire de configuration, en fait. Il faut que les 3 étages du fonctionnement cérébral soient en phase. On dit être aligné, là, en l'occurrence, c'est ça, c'est être aligné. Le premier étage, le plus basal, le plus basique, et c'est vraiment le plus élémentaire, le plus archaïque, c'est l'étage de la survie. Hein, on l'a vu, avec d'un côté l'amygdale qui provoque la peur et l'agressivité défensive, hein, donc pour sauver notre peau, en fait. Et puis de l'autre côté, le circuit de la récompense, hein, pour être attiré vers un certain nombre de choses du point de vue instinctif, pour prolonger la vie. Je passe directement au 3e étage, qui est l'étage cognitif, donc avec le
principalement le cortex préfrontal, c'est-à-dire le cerveau logique, le cerveau conscient, le cerveau de l'abstraction, du raisonnement, de la logique, du cartésianisme, etc. Et puis, il y a une structure au milieu qui est un hub, qui est un carrefour très, très intéressant qui est connecté avec tout, y compris l'amygdale, bien sûr, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui a des connexions corporelles, émotionnelles et cognitives très puissantes, et qui est un des freins le plus puissant, et certainement le plus puissant que le frein préfrontal sur l'amygdale. C'est une structure qui n'est pas très grande, en fait, un bout de cortex, qui va donner du sens, en fait, à ce que fait la personne et qui va évaluer la probabilité que l'action qui va être entreprise va être juste ou va aboutir à un danger ou pas. Est-ce que c'est aligné ou est-ce que c'est pas aligné? Et donc, quand on aligne également, quand on trouve du sens à une action, à un comportement, un changement de comportement, par exemple en thérapie, là, on va aligner les 3 niveaux et on va faire en sorte que le cognitif, l'émotionnel et le somatique, puisqu'on a vu que l'amygdale et la dopamine sont liés principalement au corps, vont fonctionner. Et ça va entraîner. On ne va pas rester purement dans le mental, comme sont beaucoup de thérapies, pas toutes, hein, mais quand même beaucoup de thérapies actuellement. On va s'intéresser vraiment à l'étage corporel également. Et l'EFT, elle fait ça. Elle fait ça. Elle s'adresse aux 3 étages et de manière plutôt ascendante, puisqu'on va d'abord calmer l'amygdale, puis donner du sens au cortex singulaire antérieur, et c'est là, après, qu'on peut faire de la restructuration cognitive. Là, le raisonnement va fonctionner. Quand on a calmé l'amygdale, quand on a éteint, quand on a reprogrammé les mémoires implicites, oui, le sujet qui va être en train de mettre sa ceinture de sécurité et qui va entendre que l'avion commence à bouger, va se dire, bah oui, bah ouais, je suis dans un avion, c'est normal, ça va, il n'y a pas d'accident, je risque rien. Là, on a déprogrammé la phobie. Pareil pour l'araignée, pareil pour tous, enfin tous, voilà. Et c'est ça et l'outil. Donc, c'est pas un mot bref, mais j'essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on vient de dire avant. L'outil EFT fait ça. L'EFT va nous donner, oui, une guérison, en tout cas de certains symptômes, une reprogrammation qui va faire sa pérennité dans le temps. On va dire, pour résumer ça, que c'est une habitude synaptique. Voilà, pour garder un langage neuroscientifique. Et c'est tout à fait ça que ça fait. Comme par d'autres outils tout à fait complémentaires, l'hypnose le fait, on peut dire que l'EFT est vraiment un couteau suisse de la thérapie, aussi bien au niveau cognitif, émotionnel que corporel. Passionnant, merci pour tous ces échanges, Philippe. Oui, on établit plein de liens et on aurait pu faire durer cette vidéo encore très longtemps. Plein de liens avec le cerveau, l'amygdale cérébrale, enfin tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo. Donc un grand merci, Philippe, pour tous ces échanges. Vraiment Merci passionnant, merci. Merci à vous. Et puis, bah voilà, on vous incite à vous inscrire au webinaire Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching. Là aussi, vous allez vous régaler. Puis également, Philippe propose une formation de coach en neurosciences. Vous avez tous les détails de tout cela qui figurent sous cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et on se retrouve avec grand plaisir dans d'autres vidéos. Un grand merci, Philippe. Encore merci. Et Merci à toi. à très bientôt.